Vous me dites quand c'est bon. C'est bon. Parfait. Alors, déjà, je peux commencer par me présenter moi, Florian Stauffer, directeur technique chez Siposa. J'ai commencé dans l'entreprise en 2009. Je suis rentré par la petite porte, entre guillemets, donc dans le design team, comme ingénieur en mécanique, c'est ma formation de base. Et puis petit à petit, j'ai évolué dans l'entreprise pour finalement arriver à une solution. On est dans une phase de transition où le CEO actuel va partir à la retraite d'ici peu. On va faire la transition officielle l'année prochaine et je vais remplacer. Et dans cet état, dans cette phase de transition, on cumule deux choses, la transition du management, mais également la transition de notre façon de travailler chez Siposa et de notre organisation. Alors ça, c'est, j'imagine, toutes les questions auxquelles je pourrais répondre par la suite et des discussions qu'on pourrait avoir. Peut-être en 2 mots avant Siposa, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout d'abord, on est une société, on est en Suisse, vers Neuchâtel, à Haute-Rive. On a été fondé en 1966. Il y a eu on était actifs dans les outillages horlogers à une époque, après plutôt le semi-conducteur. Maintenant, on est revenu dans l'horlogerie, notamment par la case automation. Donc Siposa, on fait des machines d'automation. On les conçoit, on les dessine en fonction des cahiers des charges du client. Donc on fait vraiment toute cette phase de conception. Mais on ne peut pas tout développer, donc on va intégrer un certain nombre de choses qui existent dans le marché, ce qui n'existe pas, puis qu'on aurait besoin, on va le développer par nos soins. Donc on a des équipes d'engineering au niveau de la mécanique, au niveau du software, au niveau de l'électrique. Après, on a toutes des équipes qui font le câblage et le montage de ces équipements et la mise au point. La mise au point, c'est vraiment la phase où on aime bien appeler des accoucheurs de la machine. Donc c'est eux qui font vivre la machine, qui commencent à la faire bouger et qui mettent le process au point. Notre particularité, c'est qu'on le fait avec des composants qui sont très très petits. Alors on le fait autant pour les horlogers, le medtech et puis un peu le semi-conducteur, mais c'est principalement l'horlogerie. Puis si on pense horlogerie, vous prenez tous les composants qu'il y a dans une montre, y compris les plus petits, on est capable de les manipuler, de les assembler en automatique à travers les machines que vous voyez à l'écran, à travers des systèmes de vision et différentes solutions. Voilà, alors comme je disais, essentiellement une équipe d'ingénieurs, également de services. On essaie de plus s'orienter service, avoir service après-vente ou le service qu'on peut offrir à nos clients à travers des faisabilités, des bons tests, des choses comme ça, ou des prototypes. Tout ça, toujours, voilà, si on voit quelques images ici, on se rend compte un petit peu de la taille des composants qui sont voilà, une roue dentée avec des anthrax qui sont très très faibles. Donc vous aurez autant des machines qu'on mettra sur une établi que des machines complètement automatiques. Aujourd'hui, Siposa, c'est 45 personnes. C'était 45 personnes avant le Covid, pendant le Covid, et on continue d'être 45 pour l'instant. J'ai juste quelqu'un qui est en train de me piquer la salle. Non, c'est bon, voilà. Voilà en 2 mots le profil de l'entreprise Siposa. On a des équipements qui sont principalement en Suisse pour ce qui est horlogerie. Bien sûr, les autres marchés se passent plutôt dans d'autres pays ou d'autres... attendez, si j'essaie de départager maintenant... Voilà, c'est bon. Dans d'autres pays ou sur d'autres continents. OK. Du coup, j'ai l'impression que vous avez repartagé. Ah non, c'est bon. C'est bon. Du coup, vous avez fini. En fait, dans ce cas-là, j'ai toujours pas reçu les questions de Manon, mais je vais démarrer. Je suis là. Ah, tu es là. Parfait. J'ai appris pour ce compte-rendu, donc redémarrer son affaire, c'est très efficace. En revanche, Manon, on t'entend à moitié. Ah oui? Ouais. Là, vous m'entendez bien? Ça va mieux. Ouais. Ok, je vais essayer de mettre mon micro bien, sinon j'enlèverai même. Je crois qu'il faut que tu enlèves la caméra. Alors, je vais enlever la caméra. Ça prend de connexion, c'est ça? Je pense que oui, c'est un problème de bande passante. Oui. Okay. Très bien. J'enlève la caméra et puis on va pouvoir passer sur la suite. Donc, j'imagine que vous avez entendu la présentation de Florian. Oui. Et donc, l'idée maintenant, ça va être de comprendre ce qu'ils ont mis en place chez eux. Et du coup, l'idée, c'est de un petit peu savoir concrètement qu'est-ce qui a été mis en place de manière globale. Est-ce que Florian, tu peux nous donner un peu de contexte, ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui a changé chez vous?
Oui, tout à fait. Donc, c'est une transition qu'on a commencé officiellement il y a une année, officieusement il y a 2 ans. Je dis officieusement parce qu'on a commencé par une phase plutôt où on a fait des essais à l'interne, je peux en parler aussi un peu après, puis officiellement depuis une année puisqu'on a créé un cercle de transition, donc un groupe de personnes qui comprend, aujourd'hui on est 5 personnes dans le CODIR, plus on a ajouté 7 personnes, donc on a un total de 12 personnes à travailler sur ce changement, et dans les changements qui ont commencé à être opérés, c'est laisser tomber un organigramme matriciel, remplacer ça par une structure avec des cercles et des rôles, où on n'a plus forcément une hiérarchie de personnes, mais plutôt une hiérarchie de cercles, donc finalement de groupes de personnes. On garde 2 niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, si vous voulez bien. Il y a pas mal de choses qui vont changer dans notre façon d'organiser, notamment les séances, les postures qui vont changer aussi au niveau du management. On est notamment 2 à avoir fait une formation de coach, histoire de, changer nous. On a identifié que c'est déjà la direction qui doit changer pour après pouvoir faire changer le reste de l'entreprise. On essaie de donner un maximum d'autonomie aux équipes. Alors, c'est un travail qu'on est en train de faire. Tout n'est pas fait et le travail sera encore long quelque part. Mais on a déjà assez tôt laissé tomber la notion de chef de département pour distribuer ses responsabilités sur plusieurs personnes. Il faut aussi dire que, je l'ai mis dans la présentation, on a une équipe, beaucoup de techniciens, d'ingénieurs. Résultat, on a eu les mêmes réflexes que beaucoup d'autres. On a pris des bons techniciens, on en a fait des managers. Et c'est devenu des techniciens sur lesquels on pouvait moins compter, puis c'est devenu des managers qui n'étaient pas toujours très très bons. Donc à un moment donné, c'est même certains d'entre eux qui ont préféré dire non mais moi je pourrais abandonner ces tâches-là parce que ça me prend trop de temps, je ne sais pas comment faire, etc. Et on a sauté sur ces occasions-là pour dire ok, alors lâchons ce poste, répartissons ces rôles sur différentes personnes et regardons comment ça peut fonctionner. Voilà un peu dans les grandes lignes les premières choses qui ont déjà été mises en place. Super. De ce que j'entends, du coup, tu as dit qu'il y avait 2 niveaux de hiérarchie. C'est quoi ces niveaux actuellement? Alors aujourd'hui, on a le comité de direction, les 5 personnes, et dessous, on a quelque part les départements qui sont des cercles. Il y a des cercles qui n'existaient pas avant, qui ont aussi apparu, et ça nous représente ces 2 niveaux. Pour chaque cercle, il y a un représentant, donc c'est un premier lien avec le cercle principal, donc c'est ce qu'on appelle le coordinateur, et on essaie toujours d'avoir un deuxième lien, comme ça il y a toujours deux personnes qui peuvent faire l'interaction entre le cercle principal, donc le comité de direction, et les sous-groupes, ce qui permet de casser un petit peu cette hiérarchie de la personne, mais de garder quand même un petit peu de hiérarchie et une certaine structure. Et donc, ces 2 personnes, elles sont représentées dans le comité de direction ensuite, c'est ça? En tout cas, une des 2, le deuxième peut être là si besoin. Oui, ok. Ouais. Et du coup, les raisons qui vous ont amené au changement, je ne sais pas si j'ai manqué ça au tout début, mais j'ai entendu notamment l'aspect que les managers avaient peut-être envie de laisser des aspects de gestion. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Alors, je dirais, c'est peut-être là que je peux revenir un tout petit peu en arrière. La première raison qui nous a poussé à partir là-dedans, c'est que comme il y a une transition du management qui se fait de par l'entrée du représentant de Syposa actuel l'année prochaine, on a commencé à préparer ça il y a forcément déjà un petit bout de temps. Et moi, ça fait un moment que je dis, je prends volontiers le challenge, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis aussi dans l'actionnariat de Syposa maintenant. Par contre, je voulais monter une équipe. Je ne voulais pas forcément le faire seul. Et en montant cette équipe, on a commencé à redessiner l'entreprise comme on la voulait. On n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait avec les systèmes standards, matriciels et autres. D'où, à un moment donné, un soir, j'ai googlé entreprise horizontale sur Google. Je suis tombé sur pas mal de vidéos de la littérature, notamment les bouquins à Frédéric Laloux et autres. Et j'ai commencé à voir ce qui se faisait ailleurs. Et là, pour moi, c'était un petit peu l'étincelle la lumière qui s'est allumée en disant, ben voilà, ça me parle, ça c'est ce qu'il faut faire. Là, il y a des réponses qui vont nous correspondre et ça a été l'élément déclencheur. Suite à ça, on a fait une première année, on a fait
des essais. Donc, des essais, c'est justement de temps en temps un chef de département qui veut lâcher le truc. Alors, on essaye avec un département. On a aussi fait des projets qui n'avaient rien à voir avec le business. Donc, un truc tout bête, mais on a dit, OK, on refait la cafétéria, on met un montant à disposition et les gens font absolument ce qu'ils veulent dedans. La direction n'a pas ne donne aucune directive, ne donne pas son avis et on le laisse faire. On essaie d'obtenir la confiance des gens avec un certain nombre d'expériences. Puis une fois qu'on avait la confiance qui semblait OK, on s'est dit, ben voilà, cette fois on peut aller un peu plus loin. On va expliquer notre démarche, pourquoi on l'a fait et comment on va la faire. Ok, super, merci. Du coup, plus concrètement, maintenant qu'on a un peu une vision globale de ce que vous avez mis en place, comment est-ce que vous avez procédé en fait? J'entends qu'il y a eu voilà, peut-être plusieurs essais pour gagner la confiance, et tu as mentionné tout à l'heure que vous aviez, depuis 2020, commencé avec un groupe de transition. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été les étapes? Alors, premièrement, c'est déjà réunir le groupe. On a demandé qu'on voulait un représentant par département, mais on avait déjà pas simplement abandonné les responsables de département. Donc, ce n'est pas ces personnes-là qui sont dans le groupe pour la majorité des départements. Et on a demandé qu'ils déjà ils élisent eux-mêmes leurs représentants. Donc, ça, c'était une première étape pour voir un peu comment ça se passe. On a réuni ces 12 personnes et on a commencé voilà, on s'est fait accompagner, on se fait encore accompagner d'ailleurs par un coach externe qui a commencé un peu par nous former à des nouvelles pratiques, comment on organise une séance, comment on fait une décision par consentement, comment on organise un cadre de travail dans lequel on se sent tous à l'aise, où on a tous une égale raison d'être en tant qu'être humain, où on arrive à s'écouter et à poser nos tensions sur la table et arriver à certains processus de décision dont on n'avait pas l'habitude, donc décision par consentement ou par sollicitation d'avis. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on a commencé aussi à communiquer ce qu'on faisait avec le reste de l'entreprise en disant, ben voilà, on va faire des propositions, une proposition d'une structure en cercle, une charte des bonnes pratiques, une méthodologie pour la mettre en place, mais tout ça se fait toujours avec ces 12 personnes et peu importe le métier d'une de ces personnes, si à un moment donné elle est fondamentalement contre une décision, elle a autant le droit que n'importe qui d'autre dans ce groupe-là de le mentionner et on tâchera d'écouter pour améliorer cette proposition et en tenir compte. C'est quoi une décision par consentement? Tu peux le préciser? Tout à fait, décision par consentement, c'est le but que tout le monde puisse repartir avec l'idée que tout le monde peut vivre avec. Le good enough to try, là on a une décision, elle n'est peut-être pas parfaite, on n'a pas besoin qu'elle soit parfaite, mais tout le monde peut vivre avec et on peut on peut la mettre en application. C'est différent du consensus. Le consensus, on aurait besoin que tout le monde la trouve parfaite, et puis ça, c'est des choses qui prennent beaucoup trop de temps. La décision par consentement, alors évidemment, les premières qu'on fait, c'est un peu scolaire, puis ça prend du temps, mais une fois qu'on a un peu rodé, ça devient plus fluide et on arrive plus rapidement à mettre des choses en place en disant, ben voilà, on essaye. Si quelqu'un, quelques temps après, trouve que ce qu'on a mis en place, ça ne correspond pas, alors il revient avec une proposition, on modifie, on s'adapte et on évolue dans ce mode d'agilité, en fait. Super, merci. Du coup, avec un peu de recul maintenant, voilà, ça fait 1 an que vous avez commencé avec ce groupe de transition. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et qu'est-ce que tu vois comme prochaines étapes? Bon, alors, déjà, ce qui n'était pas facile, c'est que c'est le genre de séance qui fonctionne bien quand on peut se voir. Et puis, peu de temps après, on a pu faire 3 ou 4 séances, mais très rapidement, on s'est fait bloquer par le Covid, entre guillemets, et on a dû vivre avec ça. Donc ça nous a un petit peu embêté. Ce qui a bien marché au début, il y avait une très très bonne dynamique où les gens se réorganisaient en sous-groupes de travail pour faire avancer un certain nombre de sujets, pour mettre en place cette organisation en cercle, parce qu'il faut définir des rôles structurels, des rôles opérationnels, quelles seront les responsabilités, comment on va fonctionner, ce genre de choses. On a été après, de par le business qu'on fait, on a un cycle de fin d'année qui est toujours compliqué, qui est très très chargé
en livraison d'équipements, et puis 70 à 80% du chiffre d'affaires se fait sur les 2-3 derniers mois de l'année. Donc on a une fin d'année, on a été un peu moins actif, je dirais, et on a eu aussi l'agilité de dire, bon, ok, là, on laisse un peu aller on laisse aller, on se réunit moins souvent, on regarde comment ça évolue, et c'était intéressant de voir que un certain nombre de pratiques qu'on essaie de mettre en place, forcément, il y a encore quelques personnes qui ont ce rôle de manager, arriver à organiser des séances et à tenir compte de tout ce qu'on a commencé à dessiner dans notre charte de bonnes pratiques et le mettre en place naturellement avant même qu'on ait peut-être officialisé la chose. Donc, quelque part, maintenant, les gens se réunissent par cercle, essayent de te laisser cet espace d'écoute, de prendre des décisions par consentement. On essaie d'avancer dans cette phase-là autant que possible, même qu'il n'y a pas forcément tous les boutons ne sont pas forcément ouverts, et puis voilà. Cette démarche-là est intéressante parce que il y a des gens qui vivent un certain nombre des séances où ça se passe des fois assez mal, mais le lendemain, on se réunit et on se dit, ok, ça s'est mal passé, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on fait? Et la semaine d'après, on réunit de nouveau l'équipe et on essaie de corriger ça. Donc, en termes de, entre guillemets, échec, ce que tu m'as partagé, c'est du coup l'aspect du Covid et puis ces aspects de séance où finalement, voilà, c'est pas toujours parfait, mais qu'il y a une évolution et on va rectifier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais mentionner? Parce que c'est vrai que c'est toujours des échecs où on prend les plus grands apprentissages. Alors, c'est vrai que l'échec, il y a deux choses déjà. Dans tout changement, chaque personne va évoluer à sa propre vitesse. Il y en a pour qui c'est tout de suite OK, il y en a pour qui il faut plus de temps. Il faut aussi accepter ça finalement. Voilà, laisser un peu le temps au temps, des fois c'est important. Donc, après, c'est aussi un peu dans ce changement de posture au niveau de l'échec de dire, bon, finalement, lui, il ne veut pas changer ou il a besoin de plus de temps. Donc, accepter que l'échec ou qu'une personne réagisse d'une certaine manière, peut essayer de comprendre pourquoi avec une certaine empathie, c'est finalement assez intéressant, puis ça nous permet d'avancer quelque part. Évidemment, alors, on est quelques-uns à avoir fait une formation de coach, mais on a aussi fait des formations sur un peu plus de la communication non violente ou de la culture du feedback pour que les gens aussi arrivent à se parler et on arrive à des niveaux de sérénité des fois dans l'entreprise qui sont assez intéressants où c'est beaucoup moins violent comme ça pouvait l'être avant et les gens arrivent plus facilement à se parler. Et vos prochaines étapes, c'est quoi? Les prochaines étapes. Ou les défis auxquels vous faites face? Ouais. Il n'y a pas tous les cercles qui sont complètement déployés encore. Il y en a qui fonctionnent plutôt bien. Il y en a pour lesquels c'est un peu dans le dur. Il y en a pour lesquels c'est encore un petit peu flottant. Donc, ceux qui sont dans le dur, on y travaille. C'est assez intéressant parce que ça nous fait tous progresser. Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment de réussir à donner cette autonomie à tous ces cercles. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans le groupe de transition sont plus actives que les autres et nous permettent de semer quelque part cette culture dans tous les départements. Maintenant, les prochaines étapes, ça va être que tout le monde a été formé, tout le monde a déjà fait un certain nombre d'actions de ce côté-là, mais tout le monde réellement vive le truc et arrive à avoir tous ces avantages, et prendre cette responsabilité et cette autonomie. Peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé avant, c'est qu'on avait un organigramme matriciel. Le problème de l'organigramme matriciel, c'est que vous avez un responsable de département, vous avez un chef de projet, et personne au milieu, c'était assez facile de se déresponsabiliser, soit sur un chef, soit sur l'autre. Maintenant, il n'y a déjà plus ça. Donc maintenant, il y a déjà ça qui s'est perdu. Les gens doivent prendre cette responsabilité, doivent prendre cette autonomie, et on voit de plus en plus des initiatives qui se prennent. Je ne sais plus, une personne dans un département, il est aujourd'hui, on ne sait pas, finalement, il est déjà chez le client, il est au téléphone le matin, il a pris l'initiative, il est parti pour dépanner le client, pour tout de suite résoudre ce qu'il fallait résoudre. Puis il a pris la décision de lui-même en disant, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire et j'y vais. Super, merci. Et en guise de conclusion, avant d'entendre des questions de l'Assemblée,
nous, on s'est appuyé sur ce modèle-là pour un peu expliquer ce que c'est l'agilité organisationnelle. On y voit 3 piliers qui sont le sens, la confiance et l'action efficace. Et ce serait chouette si tu pouvais nous partager, en lien avec ces différents piliers, peut-être des bonnes pratiques que vous avez pu mettre en œuvre. Donc, dans ce que tu as déjà dit, moi, c'est vrai que j'ai déjà entendu certaines choses, par exemple, pour favoriser la coopération, d'avoir fait des formations au feedback, à la CNV pour pouvoir être dans une plus grande capacité à s'exprimer, ou avoir réalisé dans les séances, d'avoir peut-être un coach accompagné pour être dans la capacité à poser les tensions, pour en fait fluidifier les relations. Ça, c'est une chose. Est-ce que sur les questions peut-être liées à la simplification du travail, vous avez fait quelque chose? Simplification du travail, bon, mais alors, on était déjà peut-être, en tout cas, au niveau de la direction, mon collègue et moi, on est assez peu procéduriers, donc on a toujours été assez libre de ce côté-là. Au niveau de la simplification du travail, on essaye d'amener vraiment la décision le plus proche possible de là où elle doit être prise, donc vraiment sur le terrain. De par les bonnes pratiques qu'on met en place, ça veut dire qu'on remet en cause un certain nombre de choses qu'on a faites, notamment dans nos boîtes aussi, on est certifié ISO 9001, on a des procédures, on a tout ça, on en remet quelques-unes en cause, toutes celles qui nous paraissent trop compliquées, qu'on essaie vraiment de faire le truc le plus simple possible, quitte à ne rien faire. Dans certains cas, on laisse aller, et quand quelque chose ne va pas, ben, on prend le sujet à ce moment-là et on s'y attelle. Je regarde, je suis sur la slide des bonnes pratiques, je ne sais pas si les gens voient la présentation que tu as, mais en tout cas, si on regarde tout ce qui est quête de sens, formaliser la raison d'être et autres, c'est aussi des exercices qu'on a fait, où on a proposé une raison d'être, on l'a confronté à l'ensemble des collaborateurs. L'ensemble des collaborateurs, on a fait des workshops où on a travaillé sur les valeurs, sur les visions qu'on peut avoir, sur le cadre de travail dans lequel on veut évoluer. Voilà, tout ça, c'est des choses aussi, une fois que ça s'est mis en place, des fois, on peut plus facilement se raccrocher à ces valeurs-là qu'à une procédure. Il y a un comportement un peu bizarre entre les personnes, où les gens qui ne s'entendent pas, on s'est fixé ça, est-ce que ça correspond toujours à ce qu'on veut faire? Si oui, alors qu'est-ce que la personne en face peut faire pour faire en sorte de nouveau adhérer à ces valeurs, par exemple? Super. Et donc, autour du test and learn, finalement, l'aspect de droit à l'erreur, etc., est-ce que vous avez mis en place aussi des choses, par exemple, pour encadrer, je ne sais pas, le droit à l'erreur, ou c'est quelque chose qui coule de source? Ça ne coule pas de source pour tout le monde. Il y a une bonne majorité maintenant qui a bien compris ça. Il faut quand même qu'on le répète assez souvent. Typiquement, il y a encore quelques semaines, on a fait une séance de formation avec tout le monde. On répète qu'effectivement, on ne blâmera personne qui essaye d'aller dans la bonne direction, pour autant qu'elle ait sollicité les avis, pour autant qu'il y a quelques règles à respecter, qu'elle ne le fasse pas de manière complètement inconsciente. Mais pour donner cette liberté, ça va être, pour prendre une décision, pour prendre l'initiative, il faut suivre notre raison d'être, nos grands objectifs quelque part, solliciter les avis, ou en tout cas tenir compte des avis aussi des gens qui ont pris les décisions précédemment, tenir compte de l'avis des experts et essayer. Et si la personne remplit ces conditions-là et essaye, puis elle se plante, mais qu'après elle essaie de corriger, quelque part c'est OK, c'est là qu'elle va apprendre. Une chose que je n'ai pas dit avant, c'est s'appuyer sur les experts. Dans notre cartographie, on a représenté aussi dans notre structure en cercle. OK, on a évidemment des rôles où il y a du management, on a des rôles qui font de la gestion de projet, et on a un certain nombre de rôles où on reconnaît une expertise aux gens, des experts plutôt côté technique quelque part. Et on trouvait important de faire apparaître cette dimension-là dans notre vision de l'organisation, parce que voilà, c'est notre métier, on est plutôt une boîte d'ingénieurs, on a besoin d'avoir ces expertises-là et ne pas toujours reconnaître uniquement les managers. Super, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là pour mes questions, parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'autres de ceux qui nous écoutent et nous entendent.
On va procéder de la manière suivante, c'est que donc là j'ai arrêté le partage d'écran, sauf erreur, oui c'est bon. Donc si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou poser directement la question dans le chat et puis on vous donnera la parole. Alors Hervé. Voilà, bonjour Monsieur Stoffer, Hervé Brock, je suis le directeur de la banque et j'ai bien aimé votre dernière intervention sur le droit à l'erreur et je pense que c'est effectivement pas quelque chose qui va de soi. Vous avez mentionné notamment quelques règles qu'il fallait suivre, prendre en compte les avis précédents, s'appuyer sur les experts. Est-ce que le collaborateur qui prend la décision et qui a fait le job, j'ai envie de dire, il a pris les avis, etc., est-ce qu'il doit notifier ça quelque part ou non, ça se fait comme ça et puis par la suite, s'il y a une problématique, vous venez vous assurer qu'il a bien pris les avis des experts? Merci. Ok, merci pour la question. Ça dépend un peu de la gravité de la décision, j'ai envie de dire, ou des conséquences qu'il peut y avoir. Alors j'ai dit, effectivement, il faut tenir compte des gens qui avaient peut-être pris la décision précédemment, des experts, mais aussi surtout des gens qui vont devoir vivre avec. Et oui, pour répondre à votre question, on a un système qui nous permet de notifier les décisions qu'on prend, notamment au sein des CERT. Donc, on emploie beaucoup les solutions Microsoft, Teams, OneNote, etc. Donc, on a les choses en place pour que les gens puissent prendre des notes au niveau du meeting. Et ça, c'est très transparent dans le sens où c'est accessible à toute l'entreprise. Aujourd'hui, il y a uniquement les notes qui sont prises en CODIR, qui ne sont pas accessibles aux autres. Mais c'est plutôt une question de temps et on doit être prêt à faire ça, mais c'est quelque chose qui va arriver. Une chose, j'ai peut-être pas dit, mais c'est logique quelque part, mais pour que les gens puissent prendre des décisions, il faut qu'ils aient accès à toute l'information. Donc, de plus en plus, on donne, je dirais, à part les salaires, pratiquement tout est ouvert chez nous. Pas forcément toujours accessible, mais en tout cas, c'est montré. Donc, on montre plusieurs fois par année, les budgets, les forecasts, où on va finir, les bénéfices qu'on va faire, les centres de coûts, tous les centres de coûts, les liquidités. Donc, on voit les graphes de liquidité plusieurs fois par année, comme ça les gens savent aussi où on en est. Et pourquoi des fois on doit faire attention, pourquoi des fois on peut se lâcher, etc. Donc, toutes ces informations-là doivent exister. Il faut réussir à mettre en place une fluidité de l'information qui tienne la route. Ça répondait à ta question, Hervé? Parfait, oui, merci. Super. Nicolas? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Bonjour, Nicolas Yerli, chez Lambda Direction. J'ai quelques questions à vous poser par rapport aux chefs de groupe, aux chefs d'équipe qui donc maintenant sont plus des chefs de rôle ou des chefs de cercle, certainement, quoique. J'aimerais juste savoir comment ces gens ont réagi, comment est-ce qu'ils y trouvent encore leur compte, parce que finalement, ils managent moins, ils sont responsables, en tout cas, ils le sont d'une autre manière. Et comment ces gens-là, ces personnes qui étaient donc dans la hiérarchie, aujourd'hui réagissent et exercent leur activité? Alors, on a eu... il y a deux cas qui sont intéressants, où c'était des bons techniciens qui sont finalement arrivés un jour, puis ils ont dit j'ai trop de boulot sur mes projets et je dois encore faire la planification de tout le monde, je dois savoir où ça en est, je dois organiser encore ci, puis ça pour tout le monde, j'y arrive pas. J'aimerais arrêter de faire ça. Donc, dès le moment où ils ont accepté de lâcher une partie, évidemment, voilà, on a sauté sur l'occasion qu'on a dit c'est parfait. Ils ont été un peu surpris, ils pensaient qu'on allait le donner à quelqu'un d'autre, on a dit non, on donne à personne, on donne cette responsabilité au groupe. Au début, alors, les groupes, ils ne comprenaient pas, ils pensaient qu'on n'allait jamais y arriver, etc. Et quelques mois après, on m'a plutôt remercié d'avoir fait ça parce que les gens commencent à voir où on veut aller. Enfin, voilà, ils le voient même clairement assez bien. Il y a eu quand même il y a eu des tâches qu'ils voulaient lâcher, il y a des tâches qu'ils ne voulaient pas lâcher. Et on a laissé un petit peu flotter dans certains cas. La boîte tournait quand même, hein. On a laissé un peu flotter et il y a eu un petit peu un chaos dans certains cas, puis après on a réuni l'équipe, on a dit bon maintenant c'est quoi les problèmes qu'il y a dans l'équipe, puis comment on les résout. Et puis à ce moment-là, les choses se sont mises en place et les gens qui avaient des responsabilités, ils ont pu de nouveau en reprendre et
pas, je dirais, pas forcément les choisir, mais on leur reconnaissait une certaine autorité avant, elle n'est pas complètement tombée, et ils jouent des rôles structurels. Les rôles structurels, juste pour donner un exemple, on en a 9 sauf erreur, je ne sais pas si je vais tous les avoir en tête, mais on a évidemment le coordinateur, on a une personne qui va être responsable plutôt des RH, enfin plutôt RH, connaît les bons profils, une personne qui va s'occuper d'informatique, une personne de l'infrastructure de manière générale, une personne qui va être là pour, enfin un rôle qui va être là pour les nouveaux, accueillir les nouveaux, donc un mentor, un parrain, une personne pour la finance, planification, etc. Donc tous ces rôles-là, certaines personnes peuvent en prendre plusieurs, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis dans certains cercles, ben, c'est une personne par rôle et ils sont organisés de cette manière-là. C'est clair qu'il faut réussir à montrer qu'ils ne vont pas perdre quelque chose, mais qu'ils vont gagner. Enfin, il faut voir où ils peuvent gagner. Le fait qu'ils peuvent aussi choisir ce qu'ils vont faire, ils ne doivent pas prendre tout le job de manager avec, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. On montre aussi que c'est des rôles qui sont pris de manière tellement temporaire. S'ils décident de changer tous les 6 mois, ils peuvent changer tous les 6 mois. Si ce n'est pas le plus efficient, ben, enfin, c'est un peu à eux de trouver un peu le modèle écologique qui leur correspond. Très bien, merci. Je vois que Hervé a relevé la main. Oui, merci. On avait... Vous m'entendez? T'entends de nouveau. Ouais. Voilà. Au début de l'entretien, on avait 2 administrateurs. Je crois qu'il en reste un maintenant. Est-ce que vous, première question, est-ce que vous avez un conseil d'administration dans votre entité? Je dirais un conseil d'administration qui est différent de la direction, donc où il y a vraiment des rôles séparés. Et puis, si c'est le cas, est-ce qu'il était intégré dans la mise en place de la nouvelle gouvernance? Alors oui, nous avons un conseil d'administration avec 3 personnes externes. Le conseil d'administration au total est de 4, plus 2 invités membres de la direction. Donc il y a 3 membres de la direction qui participent aux séances et on a commencé par en parler avec eux dès le début. C'est évident, et ça j'ai aussi vu à travers un certain nombre en étudiant des entreprises qui l'ont mis en place, c'est évident que si le conseil d'administration ou en tout cas les actionnaires ne sont pas favorables, ça peut être compliqué parce qu'à un moment donné, autant il faut un certain lâcher de prise pour les managers, autant pour le board, ça peut être le cas également. Donc à un moment donné, avec le cercle de transition, on est arrivé et on a dit maintenant on va chercher l'aval formel entre guillemets, du conseil d'administration, puis on a fait une proposition disant voilà ce qu'on va mettre en place et on a besoin entre guillemets, de la signature en bas pour dire vous nous donnez l'autorisation de y aller. On l'a eu, c'était peut-être plus un 80% qu'un 120%, parce qu'il y a toujours un peu quelques craintes, il y a toujours cette responsabilité légale envers l'entreprise qui existe, et ne sachant pas exactement vers quoi ils vont, il y avait quelques craintes de laisser les pleins pouvoirs, entre guillemets, si j'ose dire. Par contre, cette démarche de responsabilisation, d'autonomisation des équipes et autres, ils sont assez favorables, très favorables. La difficulté maintenant qu'on peut avoir dans certains cas, c'est que le conseil d'administration, c'est un conseil qui se réunit 5 fois par année. Ce pas des gens qui vivent à l'intérieur et il faut qu'on réussisse à des fois à adapter le discours, nous représentant l'entreprise vers le board, pour que ça s'aligne. Donc il y a un petit peu ce travail d'alignement qui est en cours et auquel je m'attelle ces temps. Donc, concrètement, vous êtes allé chercher l'aval, j'ai entendu, mais ils n'ont pas été impliqués, si ce n'est au départ où vous avez mentionné la démarche, ils n'ont pas été impliqués opérationnellement dans la démarche? Non. Il y a eu des discussions des fois avec d'autres coachs et autres, mais ils n'ont pas été beaucoup plus. Ils sont tenus au courant. Bon, il faut dire que peut-être à préciser aussi, supposons comme une entreprise familiale où le président du conseil d'administration est finalement mon père et aussi actionnaire majoritaire. Puis après, les autres personnes du board sont externes. Donc finalement, c'est surtout, au final, le conseil d'administration a un dernier mot, à part celui des actionnaires, en tout cas une fois par année. Donc c'est surtout le côté actionnariat que je voulais travailler. Okay, donc ça réduit un petit peu l'implication du board. Après, donc, mon père, donc le président n'a jamais été actif dans l'entreprise,
mais connaît bien l'entreprise depuis longtemps. Et a aussi essayé de faire ça d'une certaine manière dans des entreprises précédentes. Alors, pas forcément avec les mêmes pratiques, mais en tout cas, elle est très ouverte à cette démarche. Parfait, merci. Merci. Nicolas? Voilà, oui, merci. Encore une question concernant donc toujours, je dirais, l'opérationnel. Et je voulais savoir si vous avez des résistants dans l'organisation et donc des gens qui effectivement n'y trouvaient pas forcément leur place ou n'étaient pas en adéquation avec cette nouvelle gouvernance. Et si oui, comment est-ce que vous avez procédé avec ces gens-là? Oui, il y a des gens qui sont, dans tout changement, il y a des gens qui sont contre ou disons qu'ils ont peut-être besoin de plus de temps. Je suis tout à fait ouvert à ce que ça ne puisse pas correspondre à tout le monde et je suis prêt à ce qu'éventuellement certaines personnes quittent l'entreprise si vraiment ça ne correspond pas. Aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, c'est pas arrivé sous ce format-là. On a dû se séparer d'une personne pour une question un peu différente de perte de confiance et autres. Donc, d'une certaine manière, il n'adhérait pas forcément à ce qu'on faisait et on a dû mettre fin à son contrat. Sinon, les autres, j'ai eu des personnes assez proches donc, dans le CODIR qui étaient contre, pas contre, mais réfractaires, disons. Et une fois que le déclic s'est fait, c'est des fois eux qui sont le plus moteurs. Ça prend un peu plus de temps, mais une fois que c'était fait, c'était assez impressionnant. Puis après, les personnes qui sont contre, voilà, il faut essayer d'avoir la bonne posture pour accepter ça, puis demander qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aillent dans ce sens et accepter, dans le cas où ils ne vont pas dans ce sens, d'accompagner un changement peut-être différent. Ok, merci. Et j'ai encore une autre question par rapport à l'impact sur la productivité ou sur la satisfaction clientèle. Vous avez déjà assez de recul pour la mesurer? Ouais, alors bon, sur la productivité, c'est difficile à dire parce qu'on se compare avec une année avant Covid et une année covidienne. Oui, c'est clair. Néanmoins, on entre dans le Covid dans une phase de croissance. On voulait engager sur 2020 6 personnes. Finalement, on n'en engage que 3 et puis on arrive à garder tout le monde. Malgré cette période-là, et puis on a eu forcément un trou dans les rentrées de commandes. Maintenant, c'est en train de revenir de plus en plus à la normale et on arrive à passer le creux dans le creux, peut-être, j'espère que c'était le creux pour de vrai, de ce Covid, en gardant nos équipes, en faisant une année 2020 positive. Si pour ça, on ne peut pas dire que c'est vraiment comme dans l'horlogerie, une machine à faire beaucoup d'argent. On vise des EBIT autour des 10%, on est content quand on en fait 5 et puis on évite d'être en dessous de 0. Voilà, on a réussi à garder cet objectif-là dans une situation compliquée. Si on reste par rapport à nos concurrents, on est un peu les seuls à avoir fait ça. Les autres se sont fait racheter, ont fait faillite et autres, ou ont dû licencier. Donc on est vis-à-vis de ce point de vue-là, on a trouvé que notre résilience a été bonne. Donc c'est peut-être ce côté résilience qu'on peut mettre en avant, sans forcément avoir des super indicateurs, mais en tout cas qu'on peut mettre en avant. Il me semblait que vous avez une deuxième question dedans, je ne m'en souviens plus. Oui, c'était par rapport à vos clients, la satisfaction. Ah oui, voilà, satisfaction client, bien sûr. Satisfaction client, elle est bonne. Il y a des initiatives qui se mettent en place aussi pour aller mesurer ça, passer plus de temps de présence chez eux. Jusque-là, elle est, je dirais, plutôt bonne. J'ai de la peine à dire qu'elle est mieux qu'avant, mais en tout cas, elle est restée bonne ou elle est bonne. On a failli perdre un client l'année passée. On a réussi à récupérer les coûts grâce à ce qu'on a pu mettre en place. Ouais, j'ai de la peine à dire. Faut imaginer aussi une chose, c'est un peu différent de ce que vous avez peut-être de vos clients à vous. On est plutôt dans le B2B, donc nos clients sont des producteurs qui nous achètent des machines. C'est des projets qui vont durer 10, 12 mois. Donc on a un partenariat avec eux qui est déjà assez bon depuis un certain nombre d'années. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je dirais le nouveau client, le feedback est bon,
mais je ne peux pas vous donner de chiffres, de mesures ou de choses comme ça. Oui, je comprends. Très bien. Merci. Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, monsieur, je ne sais pas votre nom, je crois que c'est, commence par G. Je vous donne la parole. Par contre, le micro est fermé. Président. Non. Alors là, c'était ouvert, mais ça a refermé. Voilà. On ne vous entend pas là. Il faut rouvrir le micro. Vous l'avez ouvert, fermé. Voilà, là c'est bon. Bon, je touche plus rien. Bonjour, merci Monsieur Stoffer de votre présentation. Donc Pascal Chobage, je suis membre du conseil d'administration de la RFZ. Vous avez abordé un sujet qui est pour moi sensible et important, c'est l'accès à l'information. Oui. En disant que vous aviez évidemment, hormis les salaires, ouvert un large accès à l'information. Je crois que la taille de votre entreprise, on n'est pas très loin de celle de la banque Raiffeisen. Là, vous êtes 45, d'après ce que j'ai lu, environ 45. Vous avez, et Dieu sait, alors je travaille dans l'administration et je suis depuis assez longtemps et je suis assez sensible à cette question-là et souvent, pour avoir accès à l'information de l'administration, c'est aussi pas toujours évident et c'est la même chose pour les collaborateurs. Donc la question, c'est de savoir jusqu'où vous avez ouvert l'information à toutes les strates sur l'ensemble des collaborateurs ou sur quel pourcentage quels étaient les collaborateurs ayant accès, hormis celles concernant la rémunération, aux informations. La rémunération, déjà, on n'exclut pas de le faire, mais on pense qu'on n'est encore pas prêt. Et puis, en Suisse, ça reste quand même un sujet un peu sensible, et puis il faut accepter ça. Voilà. Après, le reste, il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas de strate. C'est-à-dire que quand on parle de graphe de liquidité, quand on parle de résultats financiers, quand on parle de formation client et autres, on les donne vraiment à toute l'entreprise. Autant les gens qui vont pouvoir agir sur les projets et avoir un impact sur les délais de livraison, sur les coûts, etc., parce qu'eux, c'est les premiers concernés par ça, autant que voilà, une secrétaire qui fait du 40%, elle a aussi ces informations-là, et c'est finalement important. La façon dont on communique ça, souvent, c'est accompagné, donc c'est pas des rapports qui partent une fois par semaine, une fois par mois, c'est plutôt lors de séances d'information, on monte les graphiques, on explique ces graphiques, on explique pourquoi on est en haut, pourquoi on est en bas, pourquoi on fait de l'argent, pourquoi on n'en fait pas, et on essaie d'expliquer pourquoi, pour que les gens sachent et aient conscience de l'impact de ce qu'ils font et sachent aussi pourquoi ils le font. On est aussi transparent sur le fait que, si COSA, ne verse pas forcément de dividendes aux actionnaires, on remet tout dans l'entreprise, et c'est toutes des informations qui nous paraissent importantes, qu'elles soient connues des collaborateurs. Ça répond à votre question? Merci pour cette réponse très claire. Là, on a encore un peu de job de notre côté. On le fait par étapes. Hein. On va un petit bout, on va encore un petit bout, puis finalement, après, on envoie le contenu complet de la présentation. Il y a toujours une différence entre le montrer une fois à l'écran et puis après, il y a encore une étape supplémentaire, c'est de donner le document. Voilà, maintenant, on donne le document depuis quelques mois. Merci. J'avais vu Régis qui a levé la main, mais il a rebaissé. Alors, je ne sais pas si la question a disparu. Non. Ouais, je suis toujours là. Non, la question est toujours là. Je voulais juste savoir au niveau du processus et au niveau du timing, comment ça s'était passé? Ça veut dire quel est le timing global avant d'obtenir un premier ou une première phase de résultat et quelles sont en gros les grosses étapes qu'il y a eu? Parce que je pense bien que ce n'est pas un processus lissé dans le temps de manière comment dirais-je, droite, mais qu'il doit y avoir des pics. Et comment ça s'est passé juste en quelques mots? Ouais. C'est vrai que quand on a dit on va mettre ça en place, première question du board, c'est quoi le plan, c'est quoi le timing, quand c'est qu'on a les résultats? Je ne sais pas. Aucune idée. J'en ai pas. On essaye, on fait des étapes, puis quand ça marche, on continue, puis quand ça ne marche pas, on change un peu notre fusil d'épaule, on s'adapte, etc. Donc, j'ai aussi fait un peu ce type de réponse de manière un peu provocative, mais c'est vrai qu'à un moment donné, trop planifié peut nous faire passer à côté de quelque chose. Donc, on planifie plutôt, on a les grandes étapes,
elles sont pas forcément très bien définies dans le temps. Et puis après, on s'adapte un peu à l'énergie qu'on peut y mettre. La première étape, c'est évidemment d'avoir au moins l'envie de le faire au niveau du conseil d'administration, mais surtout au niveau de la direction, des gens qui vont devoir le mettre, c'est de prendre le temps d'être réellement convaincu que c'est ça qu'il faut faire, voire même un peu, prendre le temps de voir ce qui se passe aussi en dehors, comme vous le faites maintenant, où il y a un certain nombre de livres qui sont assez intéressants, qui retracent l'histoire de certaines entreprises qui l'ont fait ou qui décrivent le système de management de certaines entreprises, qui vaillent la peine pour bien s'ancrer dans cette philosophie. C'est pas un modèle qu'on met en place, c'est réellement une transformation culturelle, un changement de philosophie, et ça peut prendre du temps, et comme je disais avant, c'est un changement, il y a des gens qui vont changer plus vite que d'autres, mais il faut laisser un peu ce temps-là. Donc, que j'ai dit, finalement, nous, on a fait une première année, on a fait ça de manière inofficielle, on a fait des essais, puis après, on a officialisé ça, on a fait ce cercle de transition, puis on a commencé à avancer. Si la mayonnaise prend bien, ça peut aller assez vite, et puis il y a des phases où ça va aller plus lentement, parce que c'est la fin de l'année, où on avait des gros objectifs clients sur lesquels on devait se concentrer, puis maintenant, on peut de nouveau se concentrer dessus, puis voilà, ça peut des va-et-vient. Parfait. Je ne sais pas si ça répond précisément. Ça répond, oui. Très très bien, merci. Mais enfin, il faut être prêt à ça. Bien sûr, ça peut être planifié un peu plus finement que ça, mais je ne me mettrai pas de pression là-dessus parce que ça reste vous risquez de louper des étapes ou de frustrer certaines personnes. Constantin ? Oui, bonjour. J'avais une question justement concernant ce modèle. Est-ce que vous avez eu à gérer, en tout cas la structure a eu à gérer des crises? Et comment est-ce que ce modèle de gouvernance est efficace face à des crises que vous pouvez rencontrer, soit des clients, soit plus importantes? Alors, bon, le Covid, je pense, est un bon exemple. Oui. L'agilité était assez intéressante. Alors, évidemment, à un moment donné, il en revient aux responsables de Siposa de prendre soin des collaborateurs de Siposa. Donc, on a dû prendre des décisions des fois très rapides entre une ou deux personnes, de mettre tout le monde en télétravail, de mettre des solutions en place, de fermer la boîte. Une fois, on a dû fermer la boîte pendant quelques jours, mais c'est des décisions qui... on a un cas qui se déclare un mardi à 4 heures, le mardi soir à 9 heures, tout le monde est au courant que le lendemain, ça sera fermé. Donc, tout ça pour dire que dans ce genre de crise, il a fallu prendre quelques décisions, mais après, elles se sont bien mises en place. Il n'a pas trop fallu les contrôler. On ne faisait pas tellement de télétravail avant. C'est pas qu'on était contre, c'est qu'on n'avait pas forcément les outils, comme d'autres entreprises, on n'avait pas forcément les outils qui étaient prêts pour. On n'avait pas forcément le besoin parce que les gens doivent beaucoup travailler ensemble et on fait des machines, c'est pas comme dans le software, on fait des machines, donc il faut être physiquement autour. Mais néanmoins, en un week-end, on a réussi à mettre les outils en place, les déployer dans tous les départements, mettre tout le monde à la maison, organiser des équipes de 5 maximum chez nous. Tout ça, ça s'est fait de manière très, très rapide et chacun a pris un peu ses responsabilités. Puis je trouve que Siposa était assez, voire même très résilient durant cette période-là. Voilà, je ne sais pas quoi trop dire d'autre. Alors, c'est clair que dans nos bonnes pratiques, on prévoit cet état de crise. On peut peut-être décrire un peu ce qu'est une crise. Là, on en a une. Mais dès le moment où il y a un danger pour l'entreprise, qu'il soit du côté du client, qu'il soit du côté d'une pandémie, qu'il soit du côté peut-être informatique, il y a un moment donné où on doit peut-être reprendre les rênes d'une manière un peu plus rigide et directive pour la survie de l'entreprise. Puis ça, on a commencé un petit peu à l'identifier et à le noter dans notre charte pour dire, dans ces cas-là, si on voit que ça fait fausse route, il reste quand même de notre responsabilité de faire attention à ça et de mettre en place les choses qu'il faut le faire. Pour moi, c'est important de décrire quelles conditions il faut réunir pour arriver à cette étape-là pour ne pas transgresser trop souvent cette règle. Sinon, alors les gens vont perdre la confiance et vont se déresponsabiliser. Ça répond à la question? Oui, super.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une concernant, tu as parlé du niveau de confiance, que voilà, vous avez fait des petits tests, que c'est un peu, ça a permis, par exemple, avec le projet de la cafétéria, de augmenter la confiance et du coup, certainement après, peut-être fluidifier le moment où vous avez lancé le groupe de transition. Comment était en fait le niveau de confiance avant tout ça et comment tu jugerais un peu l'ambiance générale au sein de l'entreprise? Quand on décide d'y aller, c'est un petit peu ça qu'on a testé avant, c'est quelle est la confiance des gens. Je prends mon exemple de la cafétéria parce qu'il est intéressant. J'ai beaucoup appris durant cet exemple où je décris un poil plus, en fait, je vais un peu dans les détails, mais on dit, voilà, on fait une cafétéria, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, voilà l'enveloppe budgétaire. Ça, c'est le cash qu'on met dedans. Les heures que vous mettez dedans, on ne les compte pas. Donc, soit ce cash permet d'engager des maîtres d'État qui vont faire le travail, soit on savait qu'on avait un peu moins de boulot, soit ça permet d'acheter juste plus de matériel et c'est les symposiens qui vont faire le travail, en tout cas ceux qui sont intéressés. C'est votre café, vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, on l'emploie aussi, et puis on a participé aussi aux efforts qui ont été faits. Première réaction a été, c'est nouveau une façon d'économiser de l'argent, ils veulent nous exploiter, et puis le message a été mal compris. Et c'était super intéressant parce que c'était pas du tout l'idée de base. Alors, ok, tac, on réunit tout le monde, on met tout à plat. Je comprends cette réaction, c'est pas ce qu'on a voulu dire. Et enfin, on réexplique la démarche, on relance l'exercice. Et un mois et demi après, on a une cafétéria avec des couleurs, une nouvelle cuisine, des catels, et puis il y a 20 personnes qui ont travaillé dessus. Alors, il y en a qui ont fait les catels, il y en a qui ont fait les murs, il y en a qui ont monté la cuisine, puis etc. Puis ça s'est mis en place après coup. Les gens sont venus des jours fériés travailler là-dessus pour avancer, puis pas trop impacter leur travail. Donc, tout d'un coup, on voit que le truc, il prend. Mais voilà, l'importance, encore une fois, de communiquer juste au début et puis d'aller chercher cette confiance. Je suis d'ailleurs allé avec eux poser les catels, je n'avais jamais fait ça, puis je voulais apprendre, et puis c'était intéressant. Donc, à force de faire des petits exercices comme ça, les autres étaient plus orientés business, on se rend compte un peu du niveau de confiance, puis ça nous donne envie d'aller plus loin et puis de tourner la clé. On est dans l'industrie où les clients sont toujours pressés, ils veulent commander au dernier moment, avoir les projets pour hier. On est toujours dans cette phase de stress, et puis et on a toujours envie d'aller vite. Donc dans cette démarche, on aimerait aller plus vite. Et puis voilà, là on se fait un peu violence pour laisser un peu aller à la vitesse où ça doit aller, où l'entreprise doit aller. Finalement, il faut considérer l'entreprise un peu comme une sorte d'organisme un peu vivant qui a sa propre vitesse, qui va évoluer à sa propre vitesse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Marc? Oui, bonjour. Jean-Marc Fortis, je suis responsable d'agence. Vous avez parlé de ces cercles qui sont créés ou des groupes. Hein. Visiblement, j'ai cru comprendre que c'était la même chose. Finalement, à l'intérieur de ces cercles, eh bien, on a certains leaders, si j'ai bien compris, en tant que représentants et également sur certains points, certains postes. Et finalement, comment est-ce qu'ils ont été choisis, ces leaders? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Ma question est, en fait, c'est un représentant, mais un représentant reste un leader. Oui, alors, bon, déjà, on essaie évidemment, il faut qu'il y ait un petit peu ce leadership, là, parce qu'il va devoir coordonner le cercle, organiser les séances, faire en sorte que le cercle ait sa raison d'être et qu'elle soit respectée et qu'elle aille dans le bon sens pour l'entreprise. C'est pas libre au point que ce soit. Il ne faut pas imaginer ça comme le monde des bisounours où les gens ils font ce qu'ils veulent. Alors, on les a choisis, on fait des élections sans candidat. Dans un premier temps, c'est les représentants des départements qui sont dans le cercle de transition qui prennent le rôle du coordinateur. Parce qu'ils ont un niveau de formation sur ce domaine-là qui est plus élevé que les autres. Mais ils le sont que pour 6 mois. Et après, ça va devoir tourner et ils vont devoir refaire un tour d'élection. Donc l'élection sans candidat, en 2 mois, c'est le fait de dire que chacun va nommer la personne qui pense être le plus à même d'être à ce job, à ce poste, à ce rôle. Et si la personne accepte,
peut-être des fois moyennant certaines conditions, c'est cette personne qui est élue. Puis après, les autres rôles, ils sont définis. C'est cette personne-là qui va, avec une autre, qui va participer à définir les autres rôles structurels nécessaires à la bonne marche du cercle. S'il y a des rôles qui sont vides, c'est OK. Les autres vont essayer de combler ce trou-là momentanément. S'il y a des rôles qui n'ont pas de raison d'être, ils vont peut-être s'effacer du cercle, en fait, tout simplement. Alors voilà comment on essaie de le faire. Je dirais, on n'est encore pas forcément ultra habile dans ces élections sans candidat. On ne les a pas encore beaucoup pratiquées. Mais ça commence à se faire. Ça répond à la question? Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Hervé? Ouais, j'avais une question sur le choix de la méthode. J'ai pas mal lu aussi de façons de faire, entreprise agile, entreprise libérée, holacratie, tout ce qu'on peut voir. Et nous, on a choisi au travers du support de la HEG que Manon, Edna et puis Céline représentent, de ne pas avoir de structure définie. Ça veut dire qu'on souhaite vraiment pouvoir définir la structure qui nous conviendra le mieux. Je voulais savoir, vous, puisque vous avez déjà des cercles qui sont établis, des choses comme ça, est-ce que vous aviez choisi une voie et puis vous avez pris quelqu'un qui vous aide à aller sur cette voie, ou alors non, vous n'avez rien qui était extrêmement concret, puis vous prenez aussi un peu ce qui vous plaît à gauche et à droite? Non, on prend ce qui nous plaît un peu à gauche et à droite. Évidemment, les cercles viennent plutôt de l'holacratie, mais c'est peut-être le seul truc qu'on a pris qui vient franchement de là. Évidemment, j'ai discuté aussi avec des sociétés on peut acheter la solution holacratie, je crois qu'elle s'appelle, où c'est un logiciel qui a les structures, qui a le système pour dialoguer, vraiment c'est l'outil informatique qui permet de mettre en place un modèle. Nous, on ne voulait pas le modèle, on veut quelque chose qui nous corresponde. Et là encore, avec le coach avec lequel on travaille, il nous amène des propositions, on prend ou on ne prend pas. Et quand on les prend, souvent on les adapte à notre sauce. Donc aujourd'hui, on est parti sur les cercles parce que ça nous paraissait être une solution qui était bonne. On n'a pas la taille pour faire non plus un petit peu plus une organisation en mini business unit. On n'est pas prêt forcément à faire des structures type un peu plus neuronales, individuelles. Donc, c'est quelque chose qui nous semblait assez intéressant, puis on essaie avec ça. Si dans une année ou deux, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui nous intéresse, on changera. C'est une représentation quelque part. Mais je pense que c'est juste de le faire comme vous le faites, de mettre en place ce qui vous correspond, à vous, enfin à l'entreprise complète, quoi. Ça répond à la question? Oui, Hervé? merci. Super. Nicolas? Oui, j'ai encore une question par rapport à la communication dans l'entreprise. Ça revêt une importance primordiale de manière à ce que le maximum d'informations puisse circuler, de compréhension. Je voulais savoir comment vous l'avez modifié, et si vous l'avez modifié, j'imagine, en termes de fréquence, d'implication, de mode de communication. Est-ce que vous voyez plus? Comment ça a évolué? Alors, on a plutôt essayé d'intensifier, effectivement, de par notamment des séances d'information, de par l'utilisation qui sont un peu plus fréquentes. On emploie aussi la sollicitation d'avis sous forme de sondage, donc sur la fréquence à laquelle les gens aimeraient avoir ce genre d'informations, quelle information ils aimeraient tant, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on fait de trop, etc. En employant évidemment toute la suite Teams et les différents outils liés aux équipes, aux canaux, on communique beaucoup plus avec ça plutôt qu'avec l'email interne. Là, le Covid et le télétravail pour moi, c'était du pain béni d'avoir cette situation qui se mettait en place parce qu'on pouvait mettre ces outils en place. J'avais beaucoup de peine à les mettre en place avant parce que quand c'est une boîte de 40 personnes, tous au même niveau, sur le même étage, sur 800 mètres carrés, dire aux gens qu'on va mettre un système de chat en place ou de communication de ce type-là, ils ne comprennent pas forcément parce que l'idée, c'est de se dire on est tout près, on peut se déplacer, on peut se parler, etc. Mais évidemment, quand on se parle, on parle qu'à 2 ou 3 personnes, les autres ne sont pas forcément au courant. Donc, ces outils-là amènent cette agilité-là.
Le fait de diminuer les emails Outlook internes, ça permet aussi de fluidifier un peu cette information. Le fait de s'organiser en cercle et de se regrouper une fois par mois ou plus ou moins selon ce qu'ils ont besoin, ça amène aussi un certain niveau de... Enfin, ça ramène une dimension qu'on n'avait pas forcément sous ce modèle-là avant, parce que dans les cercles, évidemment, ça correspond plus ou moins au département, mais il y a des gens en plus dedans qui font le lien un petit peu entre les cercles, et puis qui bougent, et puis qui envoient d'autres, puis qui vont dire « Ah, ben là-bas, j'ai vu qu'ils faisaient comme ça, c'est peut-être bien, peut-être vous pouvez vous en inspirer. » Donc, ce mélange-là a plutôt du bon. Je peux pas dire qu'on a vraiment une information qui est super structurée. On est plutôt en mode déstructuré, et puis on essaie plutôt d'en donner... alors, des fois, on en donne trop, des fois, on n'en donne pas assez, et puis les feedbacks qui reviennent assez vite. Hein. S'il y a quelque chose qu'on fait en trop ou en pas assez, ça revient, puis on corrige. Ok, merci. Jean-Marc, tu as la main levée, mais je pense que c'est d'avant. C'est juste, hein, ou tu as une question? Non, j'ai pas de question, c'est d'avant, effectivement. D'accord. C'est encore une autre question? Régis, non? Oui. Oui, juste encore une question. Avec le recul maintenant et après l'expérience, si vous deviez changer qu'une seule chose dans tout le processus, ce serait quoi? Ouais. Difficile de répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourrez changer? Mais c'est peut-être d'appliquer encore plus de monde. Les 12, c'est bien. Puis on voit que ça transpire quelque part dans le reste de l'entreprise. Néanmoins, il y en a qui partent avec un peu de retard, puis à un moment donné, on a envie d'aller plus vite, puis c'est ceux-là qui n'ont pas fait encore ce travail un peu sur eux-mêmes quelque part aussi. Donc, ouais, impliquer plus de monde. Je pense que c'est peut-être ça qu'on aurait pu faire mieux. Ok, merci. Il y a encore une question. Nicolas, tu as la main levée, mais je pense que c'est une d'avant. Moi, j'ai juste une question par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure par rapport au rôle dans les cercles. Donc, ce que tu as dit, c'est que finalement, le représentant du cercle, il allait être élu par une élection sans candidat. Mais donc, vous avez bien 2 personnes, en fait, qui fait la liaison entre les différents cercles. Parce que tu as parlé du représentant. Mais donc, il y a aussi une personne qui fait un peu coordination, qui est en fait l'ancien rôle management, ou comment ça se passe? Non, alors en fait, les 2 liens, le deuxième, on ne sait encore pas si ça sera un vrai lien avec le CODIR ou pas. Mais en fait, l'idée, c'est que les grosses responsabilités managériales du groupe sont entre le coordinateur et celui qui s'occupe du RH Talent. RH Talent était évidemment plutôt le côté ressources humaines, richesses humaines, et cette partie-là est assez importante parce que tous les rôles RH Talent vont se regrouper entre eux aussi au niveau du CODIR quelque part. C'est pour ça qu'on dit que ça fait un peu le deuxième lien. Ce qui fait que si quelqu'un a un problème dans le groupe et qu'il ne veut pas passer par un, il peut passer par l'autre. Et voilà, il y a un peu cette agilité-là et ces responsabilités qui sont partagées. Évidemment, après, la personne qui fait la planification, c'est aussi important, etc. Mais je dirais le gros des responsabilités envers les individus sont sur 2 personnes et c'est ce qui évite d'avoir un peu ce côté hiérarchique qui repose sur un manager qui est un petit peu son pré-gardé quelque part. Merci. Céline, tu as une question? Démarrer. Je voulais juste rebondir sur cette histoire de RH Talent. Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, me semble-t-il. Est-ce que chez vous, par exemple, comment ça se passe pour les recrutements? Est-ce que vous l'avez beaucoup mis au niveau du terrain ou est-ce que vous avez maintenu finalement les processus RH que vous aviez avant? Bon, depuis qu'on a mis ça en place, on a un petit peu moins engagé. On s'est concentré sur pas dégager, si j'ose dire, parce qu'il y avait le Covid. Mais sinon, dans les derniers engagements, on implique tout le cercle qui va travailler avec. Donc, on fait peut-être un premier travail au niveau
quelques personnes de la direction. Moi, je suis aussi impliqué dans les RH, donc je peux déjà faire un premier travail avec, à deux, on va dire, deux personnes pour faire ça. Puis après, dès le moment où il y a plus que 2 ou 3 candidats, on les fait venir et puis on les fait rencontrer toute l'équipe. Puis après, c'est l'équipe qui choisit. Voilà. Mais ils ne sont pas forcément impliqués au tout début. C'est simplement aussi des fois des gens qui sont pas, qui n'ont pas envie, ils disent j'ai pas les capacités d'eux. C'est peut-être juste parce qu'ils ne le savent pas encore, mais enfin ils n'ont pas forcément envie de prendre cette responsabilité-là dès le début non plus. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? J'ai l'impression qu'on arrive gentiment au bout. Ça fait 1h15 environ qu'on est ensemble, donc je pense que c'est pas mal. Si jamais, peut-être que, voilà, s'il y aura d'autres questions, je pense que Florian, on peut peut-être éventuellement te solliciter par la suite pour des clarifications. Bien sûr, oui, volontiers. Super. Je te remercie vraiment beaucoup pour cette intervention. Je pense que c'était très riche. Je parle au nom de tous, mais j'imagine que c'est toujours intéressant de se matérialiser chez les autres, comment ça peut, qu'est-ce que concrètement peut être mis en place. Et puis, donc on a enregistré cette séance. Le contenu, on verra exactement ce qu'on va en faire. Évidemment, Florian, on te communiquera tout ce qu'on fera à l'externe. L'idée, c'était plutôt pour diffuser à l'interne de Raiffeisen s'il y avait peut-être des séquences intéressantes auprès des collaborateurs qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose avant que nous nous quittions? Moi, je dis un petit mot. Je remercie vraiment M. Stauffer pour son partage. C'est toujours intéressant de voir comment ça se déroule concrètement ailleurs. Nous, on est au début du chemin, puis on se pose beaucoup de questions. On est ravis du partage qui a été offert et puis on se réjouit de vous envoyer un bon carton de vin genevois pour que vous puissiez bien penser à nous quand le Covid sera plus là, puis qu'on pourra sortir et boire un verre avec nos amis. Mais merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie également. C'est intéressant, c'est toujours intéressant de pouvoir partager ce qu'on fait. Et surtout, ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a d'autres entreprises qui se mettent aussi dans cette démarche-là. Je pense qu'on va. Le monde du travail va évoluer dans ce sens-là, donc je vous encourage à bien vous investir là-dedans et je vous souhaite beaucoup de succès parce que c'est une démarche qui est extrêmement enrichissante et intéressante aussi du point de vue personnel. C'est pas toujours la plus facile au jour le jour, mais néanmoins, elle est très enrichissante. Donc, beaucoup de courage. Voilà. Merci beaucoup.